Bonjour. C'est Marco. Alors toi, bonjour, je crois les fidèles. Ça va Pascal, bonjour. Madame, je suis on va où Il vous a salué. Oui, le 20. Mesdames et messieurs, avant la séance des questions-réponses, la triste journée du 23 décembre 2019, jour où il rentrait dans son pays, des policiers qui ont assiégé le domicile de M. Soro alors qu'il n'avait pas encore mis pied à terre, il était dans le ciel. Mais... Je me suis vu empêcher d'arriver à sa résidence. Alors, quand j'ai essayé de demander qu'est-ce qui se passait, compte tenu de ça, il ne pouvait pas me permettre d'avoir accès à la maison de mon aîné. Monsieur le commissaire, vous pouvez me permettre de parler. Celui qui parlait, c'est M. Soro Simon, le cadet du président Guillaume Soro. Ni d'aucune forme de poursuite judiciaire. Il y avait plusieurs centaines. Là, nous nous dirigeons vers le QG de Génération et Peuple Solidaire, le siège donc du mouvement fondé par Guillaume Soro. Empêché de se rendre à l'aéroport pour allusion à l'irruption de mercenaires dans cette affaire. Est-ce que vous disposez d'éléments qui vous conduisent à penser que d'une manière ou d'une autre, les services français ou des membres de la DGSE ont pu être associés soit à la captation du fameux enregistrement, soit à sa transmission? Merci beaucoup. Deuxième question, ou bien je réponds directement. Je réponds fiable. Ce micro marche, non? Merci. Alors, vous avez parlé de la DGSE. Je peux vous affirmer, certifier, confirmer que les services secrets français n'ont en rien été mêlés à cette affaire de captation. Je vous explique les faits en 2 minutes. D'ailleurs, mon protocole est là, M. Thibonat. Ils viennent me voir à l'hôtel Napoléon. Je donne des informations selon lesquelles ma sécurité physique serait en danger et que M. Ouattara préparait ma liquidation. Hein? Eux, philanthropes qu'ils sont, ils viennent me voir pour qu'on organise la riposte et qu'on fasse un coup d'État en Côte d'Ivoire. Quand j'ai entendu le mot coup d'État, ils sont partis. J'ai dit à mes services que ces messieurs sont des espions, mais je ne savais pas de qui. Par la suite, j'ai rendu compte à des services secrets, effectivement, qui n'ont pas participé. C'est après cela que nous nous sommes dit que pour l'intégrité et la sécurité du pays, il fallait en savoir plus sur ces philanthropes qui étaient venus proposer de me protéger. J'ai rendu compte au service, on m'a signalé que ce monsieur était un proche de l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Ce qui justifie en partie que j'accepte de les revoir, puisque au jeu des rapports de force, quand je leur demande quelle est la situation de leur rapport de force en Côte d'Ivoire, je vois qu'ils bégayent. Donc j'ai compris que c'était des mercenaires envoyés par M. Ouattara. Donc ils sont à leur 5e président. Vous ne croyez pas que le peuple de Côte d'Ivoire mérite de voir d'autres visages 30 ans après? C'est là que se pose le problème. Mais en réalité, nous, jeunes d'Afrique, nous ne pouvons plus accepter que, après avoir élu des personnes,
qu'elles viennent s'accaparer, caporaliser l'État et veuillent changer la constitution pour demeurer au pouvoir. Ça, c'est terminé. Maintenant, et pour terminer, puisque vous avez demandé à l'élection présidentielle d'octobre 2020, le candidat de l'opposition qui est le mieux placé, et j'ai demandé à rencontrer M. Gbagbo, nos équipes travaillent sur cette demande d'audience. L'opposition va se regrouper, se rassembler pour constituer l'alternance. Dans la sous-région, même s'ils ne sont pas des graves. Ouattara m'ayant imposé un bras de fer, que peu d'entre vous auraient pu imaginer que M. Ouattara, venu du FMI, l'homme policier qui nous disait qu'il a rétabli de telles pratiques, il faut l'avouer, nous les découvrons avec M. Ouattara. Et ça, c'est quelque chose de surprenant, évidemment de la sous-région. Vous imaginez bien que je ne vous dirai pas. Mais ce que... voilà. Bon, évidemment, M. Ouattara a un nouveau leadership. Voilà. Merci. Monsieur le Président Willis Gosset de BFM TV, est-ce que vous attendez quand même quelque chose de la France dans cette crise qui est quand même grave pour la Côte d'Ivoire bien sûr, mais également publique? Et puis d'autre part, vous avez dit « je vais organiser mon retour ». Est-ce que vous êtes prêt à rentrer en Côte d'Ivoire sous la menace des poursuites qui pèsent contre vous, c'est-à-dire au risque d'être arrêté? Est-ce que vous prendrez ce risque s'il est nécessaire? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque avant, évidemment, la date limite possible pour les candidats? Et sinon, si vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire, pouvez-vous être un candidat en exil? Nous avons le sentiment, et je peux avoir tort, je le confesse, mais le fait que M. Macron aille fêter son anniversaire en Côte d'Ivoire et se fasse chanter joyeux anniversaire par le vice-président qui a 76 ans, avec tout le gouvernement derrière lui, a donné une image pitoyable et l'Ivoirien que je suis en a eu honte. Donc, aujourd'hui, on a le sentiment en Côte d'Ivoire, et Ouattara ne s'en cache pas, que l'exécutif français a pris position pour son 3e mandat. Maintenant, vous comprenez bien que j'ai besoin de m'adresser à l'opinion nationale française parce qu'en définitive, c'est elle qui compte dans ma stratégie. C'est l'opinion nationale française. Mais par contre, j'attends beaucoup des Nations Unies, de l'Union européenne, qui peuvent éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle fracture, une nouvelle guerre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Et cela me prendra 1 minute. L'Union européenne, j'étais Premier ministre en 2010 quand nous avons organisé l'élection présidentielle. L'Union européenne a financé grandement l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies, exceptionnellement et pour la première fois dans la sous-région ouest africaine, a décidé, sous le chapitre 7 des Nations Unies, d'imposer à la Côte d'Ivoire un mandat de certification de l'élection et a désigné un représentant spécial à cet effet, le Sud-Coréen M. Choi. L'objectif combiné de la communauté internationale à l'époque était de faire en sorte que l'élection présidentielle de 2010 respecte tous les critères standards d'une élection démocratique, transparente et inclusive. Il y avait 5 éléments, 5 critères qui avaient été développés. J'étais Premier ministre à l'époque. Et l'élection de 2010 a rempli ces 5 critères. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, c'était des millions de dollars, pour ne pas dire des milliards de dollars. Tout cet argent du contribuable, aussi bien européen, a servi à mettre en place un dispositif électoral pour espérer que la Côte d'Ivoire rentre dans la démocratie et faire de la Côte d'Ivoire un cas d'école pour l'Afrique. C'était ça l'objectif. Il se trouve que malheureusement le bénéficiaire
de toute cette attention particulière de la communauté internationale, M. Ouattara, lui-même se disant allié de cette même communauté internationale, puisqu'il nous a chanté à bout de chant qu'il était DGA du FMI, malheureusement, c'est lui qui est en train d'effriter ce bel héritage que la Côte d'Ivoire aurait pu conserver, consolider, conforter et enseigner dans la sous-région. Et ça, c'est la grosse perte pour le contribuable européen qui a mis des centaines de millions d'euros pour construire un modèle qui aujourd'hui s'est effondré. J'ai vu à Dabou.